Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce live pour booster sa fertilité au naturel. Et du coup, j'invite tout de suite Alexandra à rejoindre le live. Coucou Céline, Coucou Alexandra, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas sur mon. Enfin, je n'arrive pas à t'inviter sur mon compte alors que d'habitude ça fonctionne avec d'autres personnes. Donc bon, Et j'avoue que le dernier live était avec toi, donc j'ai essayé avec personne d'autre, donc je sais pas si d'accord. c'est... Mais Bon, j'essaierai du coup, je te dirai. bon, la prochaine fois qu'on fait un live ensemble, on le fait directement sur ton compte. Comme ça. Exactement. Bon, en tout cas, merci aux personnes qui nous ont rejoints. Désolée hein, pour ce petit micmac technique. On ne comprend pas toute la technologie. Bon, ça a été tes vacances? Oui, oui, très bien. Bien reposé, etc. Ça rattaque un peu sur les chapeaux de roue. Faut Ouais. s'accrocher, mais ça va. Et toi? Bah écoute, ça va aussi. J'ai pas vraiment pris de vacances, mais je suis en plein, comme je disais, déménagement, emménagement. Donc c'était quand même une pause. Et puis là, je reprends tranquillement, le temps de prendre mes marques et voilà. Donc nouvelle Ok. aventure. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un live sur le thème de la fertilité. Donc Mm, j'ai suivi ce que tu disais, j'ai essayé de te rejoindre, mais j'entendais bien. mm. Donc en Ouais. effet, on avait parlé du cycle en général, et aujourd'hui, on va parler de booster sa fertilité. Yes. Du coup, tu voulais commencer par quelque chose en particulier ou pas? Écoute, peut-être ce qu'on peut rappeler, c'est, je me rappelle de ta petite story là, justement avec pas la story, voilà, avec ta petite réglette. Peut-être Ouais. rappeler en effet, du coup, qu'on est fertile à peu près un tiers de notre cycle et que on est infertile deux tiers de notre cycle quand c'est un cycle qui dure à peu près C'est entre ça. 28 et 30 jours, voilà. Ouais, tout à fait. Du coup, tu veux que je repasse un petit peu très rapidement le fonctionnement de cette petite réglette magique? Génial. Ouais. Alors, je sais pas si on voit à l'endroit du coup, là. Si? Tu vois les chiffres à l'endroit ou pas? Non. Non. Bon, c'est pas grave, c'est les couleurs qui comptent, on va dire. Alors, pour les personnes qui n'ont pas vu le petit post que j'ai fait, mais c'est vrai que j'avais pas forcément expliqué en détail, mais je l'ai expliqué dans le dernier live, donc on peut aussi, n'hésitez pas à aller voir le dernier live qui est présent sur ton compte et sur le mien également. On a parlé de cette petite réglette. Donc en fait, cette réglette-là, en fait, elle se base sur la méthode de Billings, qui est une des méthodes d'observation du cycle, on peut aussi trouver la symptothermie par exemple. Et donc on vient vraiment découper le cycle en quatre phases. Donc généralement, le premier jour du cycle est marqué par le premier jour des règles. Donc c'est là qu'on rentre dans la période un petit peu rouge. En fonction des femmes, en fonction du cycle et en fonction de la durée du cycle, etc., et plein d'autres facteurs, les menstruations, les règles, vont durer environ, on va dire, 3 à 6 jours, avec une moyenne de 4 à 5 jours. On va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une bonne menstruation, entre guillemets, et qu'est-ce qu'une menstruation où on pourrait se poser quelques petites questions sur l'équilibre ou le déséquilibre hormonal, mais en tout cas environ 3 à 6 jours. Donc là, normalement, on ne sommes pas fertiles pendant la phase de menstruation. Donc nous sommes infertiles. À la fin de ces menstruations, nous arrivons dans la deuxième phase du cycle, qui est la phase folliculaire. Donc la phase folliculaire, c'est là où il y a la croissance des follicules, qui va amener jusqu'à la maturation un follicule qui va gagner le combat et qui va ensuite libérer l'œuf. Donc dès lors que l'on rentre dans cette zone-là, cette phase folliculaire, normalement, on va commencer aussi à observer un peu plus de glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, la texture de la glaire et aussi la sensation à la vulve va aussi différer. On va potentiellement passer d'une sensation un peu, là on était dans le sang, un peu humide si on est une femme de type un peu jaune, ou sèche, on est sèche pendant la phase folliculaire. Donc là, on est encore infertile. Mais cette phase-là va durer
quelques jours, donc une dizaine de jours, ça dépend vraiment de la durée du cycle, à des fois pour des femmes qui ont un cycle très très court, potentiellement cette phase-là va être quasiment inexistante. Mais si on reste dans un cycle un peu normal, cette phase-là est encore infertile, c'est la phase folliculaire de croissance des follicules. Jusqu'au moment où on va... Ah, pardon, je me suis trompée. Je remets ma réglette. Ah. Voilà, jusqu'au moment, donc cette phase-là va durer une dizaine de jours, jusqu'au moment où on va rentrer, hop, dans la zone blanche. Donc là, les femmes qui étaient, on va dire, de type jaune, qui étaient un petit peu humides, là, elles vont vraiment voir une observation, une sensation qui va différer. Elles vont sentir beaucoup plus mouillées. Donc c'est le signe que l'on rentre dans la zone fertile. Si on est une femme de type verte, entre guillemets, on est vraiment plutôt sèche, rien dans la culotte. En sensation, on est sèche. En gros, le papier, il frotte quand on s'essuie. C'est un peu le tips que je partage. Et bien, quand on rentre dans la zone blanche, là, tout de suite, on sent la différenciation est vraiment beaucoup plus flagrante. On sent que là, on est beaucoup plus mouillé et c'est le signe que l'on rentre dans la zone fertile. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, après les règles, donc là, on est infertile. Là, on est encore infertile, mais cette phase-là, la durée varie en fonction des femmes et en fonction du cycle même d'une femme, même pour une même femme, en fonction de ce qui se passe dans le cycle, des fois, même cette phase-là peut être plus ou moins longue. Et donc, on rentre dans la zone fertile quand on observe vraiment une différenciation au niveau de l'observation et de la sensation à la vulve de la glaire cervicale. Et donc, cette phase-là, c'est vraiment là que l'on va avoir le follicule qui a pris le dessus, qui continue à maturer jusqu'à arriver ici, ce qu'on appelle le jour sommet, la libération de l'œuf par le follicule qui a gagné le compas, on va dire. Si je peux me permettre de rajouter en même temps, c'est pendant cette phase aussi où on va avoir notre fameuse hormone LH qui va augmenter. Pourquoi je partage ça? C'est parce que c'est l'hormone qui est testée en fait lors des tests d'ovulation. Donc en fait, quand vous faites vos tests d'ovulation, tout simplement, on est en train de vérifier qu'il y a un pic de LH qui est bien en train d'être fait pour en effet cette maturation du follicule, etc. Vas-y, je te laisse continuer. Pas de souci. C'est vrai que le test d'ovulation, il est intéressant quand on veut absolument tomber enceinte pour pouvoir s'unir là où le potentiel est le plus élevé. Mais finalement, si on apprend à observer son cycle, on se rend très facilement compte quand est-ce que l'on rentre dans la zone fertile, parce que clairement, ça se voit dans la culotte en fait. Mais c'est vrai que... Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que l'observation couplée avec la température est plus fiable qu'un test ovulatoire qui du coup peut être faussé, avoir des faux positifs ou des faux négatifs en fonction des femmes. Donc en effet, cette observation, elle est encore plus... alors bien sûr, on peut se rassurer avec ce test ovulatoire, mais si vous avez bien capté tout ce qui est observation dans la culotte, vous allez voir que vous reprenez, en plus votre pouvoir, du coup, vous ne le donnez pas un test, vous la reprenez. Donc moi, je suis fervente de tout ça. Ouais. Mais voilà, ça va être encore plus probant et encore plus efficace et poussable. Une petite chose que j'aimerais rajouter, alors qui pourrait peut-être plus intéresser les personnes qui, au contraire, utilisent l'observation du cycle comme moyen pour ne pas tomber enceinte, justement, donc l'inverse de la fertilité, on va dire, c'est que, cette phase-là, comme je l'ai dit, elle est variable. Donc, il ne faut pas forcément se dire, OK, j'ai mes règles, je suis infertile, je suis encore tranquille pendant 10 jours parce que je vais rentrer ici, donc je suis encore infertile, et après seulement, je vais commencer à être fertile. Non, parce qu'il y a des femmes, c'est comme ça. Donc, les cycles courts, par exemple, c'est comme ça. C'est-à-dire que limite, la phase fertile chevauche la période des menstruations. Donc, il y a des femmes qui ont un cycle court et qui sont du coup fertiles pendant la phase menstruelle, voire la fin de la phase menstruelle. Donc, c'est là où l'observation du cycle est très importante parce qu'on va potentiellement... Alors, c'est que c'est plus compliqué quand on saigne parce que forcément, on est plus humide. Mais il faut voir si c'est plus glaireux parce que forcément, là, ça veut dire qu'il y a un signe de fertilité, même si on est dans la période menstruelle. Voilà, c'était le petit aparté.
en fonction de la durée de votre cycle, mais généralement, on est plutôt comme ça, on va dire. Donc là, fertile, plus on approche du jour sommet, plus l'aspect de la glaire va passer d'un aspect blanc d'œuf à un aspect beaucoup plus abondant et liquide, jusqu'à arriver au jour sommet. Donc là, au niveau de la fertilité, si vous avez un désir de grossesse, forcément, les chances de tomber enceinte vont être beaucoup plus élevées si vous vous unissez, on va dire la veille de l'ovulation, mais aussi vous restez fertile, et c'est aussi important si jamais vous voulez pas tomber enceinte, encore environ 3 jours après avoir observé votre ovulation. Et le souci, c'est pas un souci, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, à l'ovulation, il y a des femmes qui le sentent parce qu'elles vont avoir une petite douleur, un petit pic sur l'un des côtés des ovaires, par exemple, une petite crampe, ou même d'autres types de syndromes qui vont, quand on apprend à se connaître, on se dit là, je suis en train d'ovuler, par exemple, mais bon, ça s'acquiert et ça dépend des femmes. On peut aussi sentir, par exemple, si on commence à toucher sa vulve, qui a un côté de la vulve qui est un peu plus gonflé que l'autre, donc on se dit là je suis vraiment à l'approche de l'ovulation, mais c'est pas le cas pour toutes les femmes. Mais du coup, quand est-ce que l'on sait qu'on a ovulé? Généralement, c'est le lendemain. Pourquoi? Parce que là, on passe d'une zone blanche, donc qui signifie qu'il y a de la glaire, et de la glaire de plus en plus liquide et abondante, à une zone verte. Et la zone verte, c'est comme ici, c'est sensation de sèche, être sèche. Donc en fait, c'est uniquement quand on se dit là hier j'avais beaucoup de glaire et aujourd'hui j'ai plus rien. Donc c'était hier mon pic ovulatoire. Donc déjà c'est souvent le lendemain qu'on on se rend vraiment compte que c'était la veille qu'on ovulait. Mais pas de problème, en cas de désir de grossesse, les 3 jours d'après sont encore fertiles, puisque finalement il reste encore le pH du vagin, etc. permet encore aux spermatozoïdes de survivre dans l'enceinte de l'utérus, du vagin et de l'utérus. Donc la fertilité, finalement, elle commence ici et elle se prolonge jusqu'au jour 3 post-ovulation. Et ensuite, on re-rentre dans une zone infertile jusqu'à reboucler au premier jour du cycle suivant. Donc comme tu le disais, effectivement, Céline, au final, si on considère que la zone fertile, c'est ici, ça représente 1/3 du cycle. Sauf si on est comme ça aussi. Voilà. Mais bon, c'est des cas particuliers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, explication du cycle? En fait, je trouve que c'est important de le dire parce qu'avant de rentrer dans les conseils de comment s'alimenter, quoi mettre en place dans l'hygiène de vie pour augmenter sa fertilité, moi déjà, ça m'arrive en consultation, j'ai des femmes qui sont aux portes du PMA en disant mais je suis infertile, ça marche pas avec mon conjoint, ça fait des mois, des années que j'essaie. Mais en fait, quand je commence à leur expliquer comment fonctionne leur cycle, en fait, elles s'unissaient juste pas au bon moment. Donc quand on s'unit pas au bon moment, on pense qu'on est infertile parce qu'on tombe pas enceinte, mais tout simplement parce qu'on l'union ne se place pas au bon moment pour un désir de grossesse. Donc c'est important de bien connaître ça. Voilà. Et donc on n'ovule pas au 14e jour. Pas forcément. On n'ovule pas forcément au 14e jour. Exactement. Même si vous avez un cycle qui va durer 28 jours. Et même si je vais aller plus loin, même si votre cycle dure tout le temps 28 jours, l'ovulation ne sera pas forcément au même moment. Donc, comment, au lieu de me focaliser, on va dire, de me fier à ce que j'ai déjà vu de mon cycle, de ce que je connais, c'est-à-dire, bon, il fait 28 jours, donc à peu près, je dois ovuler le 14e jour, la symptothermie, ou les méthodes, en tout cas, de contraception naturelle, qui peuvent être, du coup, utilisées pour booster sa fertilité, vont nous permettre d'avoir une observation au jour même. Et donc, de savoir exactement quand est-ce que vous ovulez, quand est-ce que c'est le bon moment de s'unir. Donc, tout à fait. Et il y a juste un truc qui me vient en tête. Il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que on peut avoir un cycle. Alors, pour être fertile et pour tomber enceinte, il y a 2 paramètres à réunir. Le premier, c'est d'avoir un cycle qui est ovulatoire, justement. On peut avoir des cycles qui ne sont pas ovulatoires.
Alors, on va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qui cause un cycle non ovulatoire, mais la première condition, c'est de forcément d'ovuler ici. Et la deuxième condition, pour que le cycle il soit ovulatoire, il faut qu'il soit fertile. Et on peut avoir un cycle ovulatoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un follicule qui a libéré l'œuf, mais les conditions derrière, au niveau notamment des taux de progestérone, ne vont pas permettre forcément à ce que ce cycle soit fertile, à ce que l'œuf puisse vraiment nider, s'accrocher aux parois de l'utérus. Et donc cette deuxième condition-là, elle s'observe par la durée post-ovulation. On peut aussi y coupler forcément le dosage de la progestérone à J+7 post-ovulation, mais déjà on peut se faire la main en observant son cycle sur plusieurs cycles justement et observer combien de temps il se passe entre la croix, donc le jour de l'ovulation, et le premier jour des règles. Si cette phase-là dure moins de environ 11 jours, il y a de fortes chances que votre cycle soit certes ovulatoire, mais infertile. Le taux de progestérone n'est pas suffisant pour permettre la nidation. Si au contraire, il dure entre 11 à 14 jours, en général on dit une moyenne de 13 jours, ça veut dire que vous avez eu un cycle ovulatoire et fertile. Donc potentiellement, si votre hygiène de vie continue sur le même lancé, qu'il n'y a pas un effet perturbateur, un gros stress, etc., il se peut que votre prochain cycle soit également ovulatoire et fertile. Donc voilà, il faut ovuler et il faut que cette phase-là fasse au moins 11 jours. Super, ce qui va me permettre de rebondir sur qu'est-ce qui peut faire baisser ma progestérone. Exactement. Alors, la première chose dans qu'est-ce qui peut faire baisser ma progestérone, je voudrais parler du cortisol. Donc, le cortisol, c'est l'hormone de quoi? On va dire communément que c'est l'hormone du stress. Si on veut être plus exact, c'est l'hormone de l'adaptation ou de la suradaptation. Donc, c'est-à-dire que c'est bien normal que j'ai un taux de cortisol, mais c'est quand mon taux de cortisol va vraiment augmenter, qui va être du coup plus important ou qui va être en augmentation au lieu d'être juste en oscillation, que du coup, il va avoir un cortisol élevé et donc du coup, une suradaptation. Et là, le corps, qu'est-ce qu'il fait quand il est en suradaptation? Il est en mode survie. Donc, entre survivre et tomber enceinte, le choix est vite fait. D'accord? Donc, en fait, ce cortisol qui est sécrété va rentrer, alors là, pareil, je vulgarise, va rentrer en compétition avec la progestérone, ce qui va avoir comme impact un déficit de progestérone. Et peut-être, du coup, une deuxième partie de cycle qui va être beaucoup plus courte ou peut-être, en effet, des syndromes comme le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Tout à fait. La deuxième chose aussi, par rapport à l'alimentation, peut-être qu'on peut aborder. Alors, il y a deux choses. Il y a l'alimentation qui va être pour booster sa fertilité et puis il va avoir l'alimentation qui va permettre d'avoir, donc ça c'est l'alimentation périconceptionnelle que j'appelle, c'est-à-dire d'avoir un joli bébé. Mais on va voir que les micronutriments, en fait, autant pour la fertilité que pour finalement avoir une grossesse qui se passe bien, vont être sensiblement les mêmes. Donc, en termes de micronutriments, qu'on peut, du coup, pourquoi pas commencer à aller checker 6 mois avant ses premiers essais bébés. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois, ça peut, si vraiment, on va parler de iode, par exemple, si j'ai un léger déficit en iode, c'est vrai que c'est quelque chose qui est facilement modifiable. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Dès que je vais me complémenter en iode ou que je vais faire le job dans l'alimentation, en effet, mon iode va vite remonter. Après, j'ai d'autres micronutriments qui vont remonter plus doucement ou voir si j'ai un iode qui était vraiment, vraiment raplapou avant de commencer. En effet, c'est bien de se laisser 6 mois en mode, bon, ok, je suis pas stressée s'il y a quoi que ce soit et j'augmente tous mes taux de micronutriments en avance. Pour booster cette fertilité, les micronutriments qui peuvent être importants, ça va être l'iode, ça va être la vitamine D, ça va être le zinc, le sélénium. Là, je parle des femmes, mais en effet, par exemple, le zinc et le sélénium vont être aussi importants dans la fertilité chez l'homme. Exactement. Je trouve que c'est important.
On parle de Tout à fait. fertilité et on se focalise beaucoup sur la femme, mais c'est le job du couple en fait. La fertilité de l'homme intervient autant que la fertilité de la femme. Donc c'est important aussi, Exactement. en tant que femme, c'est comme pour justement la contraception et l'observation du cycle, de ne pas tout porter sur nos épaules. Il faut impliquer aussi l'homme parce que il a son rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, je trouve que c'est important de le dire effectivement. Implication pour justement faire du sperme de bonne qualité, mais implication aussi peut-être dans toute l'explication que tu avais fait en préambule sur les zones de fertilité. En effet, pourquoi pas apprendre tous les deux les bons moments ou pour s'unir, etc. Et puis pas juste dire à son conjoint, OK, là c'est le bon moment. Mais en effet, je trouve que c'est hyper chouette quand les deux sont impliqués. Alors chérie, elle en est où ta glaire cervicale, etc. Bon, d'accord, on a des trucs plus romantiques, mais en tout Non, cas, mais que les deux prennent en ouais. charge ça, c'est super. Moi, j'observe souvent parmi les couples, hein, ça permet, c'est le petit bilan qu'on fait chaque jour en couple, de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qui se passe, et je pense que c'est important. C'est important d'impliquer les deux. Et du coup, quand on parlait de l'homme, là, il y a une petite chose qui m'arrive à l'esprit, mais je pense qu'on peut le mentionner. Là, on parle de la fertilité, mais pour limiter l'infertilité de l'homme, petit tips, éviter tout ce qui est chaud sur les testicules. Voilà. Donc oui, la bouillotte chaude pour les femmes au niveau du ventre, non pour les hommes, pour les testicules. Le téléphone, l'ordinateur qui est peut-être dans le canapé, souvent au niveau des testicules, ça, non pour la fertilité de l'homme et pour la santé, on va dire, la santé sexuelle de l'homme de manière générale. D'ailleurs, Très petit, bon moyen de contraception, en exactement, effet. c'est ce que je voulais dire. Une contraception naturelle masculine, eh bien, je sais pas s'il y a un nom particulier, mais c'est justement ce principe de faire chauffer les testicules pour rendre de manière momentanée infertile l'homme, justement. Tout à fait, c'est les slips chauffants. Les Ou slips alors, chauffants. en effet, c'est des mécanismes où, en fait, on va remonter les testicules à l'intérieur du ventre de l'homme. Et donc, du coup, la température va être significativement, mais légèrement, mais significativement plus importante. Et donc, du coup, va avoir comme impact l'arrêt de la production des spermatozoïdes. Dans les autres nutriments essentiels à justement une bonne fertilité, j'aimerais qu'on note aussi les glucides et les lipides. Donc là, on est moins en micronutriments, on est plutôt en macro. Mais en effet, un déficit en glucides peut avoir comme impact un manque d'ovulation. Et tout ce qui est lipides va être les précurseurs. Donc, du coup, si vous voulez, la matière première pour faire nos hormones stéroïdiennes. Les hormones stéroïdiennes qui sont les hormones sexuelles. Donc, si je fais un régime, ou pas forcément un régime d'ailleurs, juste que je me carence parce que j'ai pas une alimentation équilibrée en gras et en sucre, qui sont des fois un petit peu les bêtes noires chez certaines femmes qui voudraient contrôler leur poids, etc. Et ben en effet, ça peut avoir un impact sur la fertilité. Oui, absolument. Le gras, c'est souvent très banni, effectivement. Le sucre le devient parce que maintenant on dit effectivement que c'est pas le gras qui fait grossir, mais c'est le sucre. Mais encore une fois, tout dépend de la nature de ces macronutriments. On parle pas de s'empiffrer de sucre blanc tous les jours, ni de burgers et de frites tous les jours pour avoir sa dose de lipides. C'est vraiment, voilà, c'est les sources de glucides, ça vient des céréales complètes qui vont être justement aussi riches en vitamine B et qui vont permettre la croissance folliculaire, par exemple. Ça va être notamment aussi les huiles vierges de première pression à froid bio, notamment celles qui vont être en plus riches en oméga 3, anti-inflammatoires, donc super intéressantes pour la phase post-ovulation qui peut être des fois un petit peu source de ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel. Donc on va essayer de limiter un peu l'inflammation par justement des oméga 3 et tout ça ce sont des sources justement de lipides importantes, intéressantes, même indispensables, qu'il faut avoir quotidiennement dans son alimentation, et bien quotidiennement, sans en avoir peur. Et après, voilà, c'est vraiment une notion de nature, en fait, de qualité nutritionnelle qu'on va mettre derrière. Donc, indispensable, on a dit, pour la périconception, pour la fertilité, mais aussi pendant toute la grossesse, hein. Tu confirmes? Exactement.
Ah oui, de toute façon, une grossesse, on aime bien. Enfin, moi, je sais que j'avais fait aussi pour les personnes que ça intéresse, un épisode de podcast avec une autre naturopathe qui s'appelle Margot, spécialement sur justement la grossesse. Et j'aime bien parce que dans un petit mémo à voir, une grossesse, un projet de grossesse, c'est pas 9 mois. C'est 9 mois plus 9 mois, donc 9 mois de préparation, 9 mois de grossesse et aussi 9 mois de postpartum, voire plus. Hein, je dis des chiffres comme ça, mais tout ça pour dire que c'est au moins ça. Donc ça se prépare. Alors on peut effectivement tomber enceinte comme ça du jour au lendemain, bien entendu. Mais quand on a vraiment un projet de grossesse, bien effectivement, comme tu le disais, faire le bilan un petit peu sur ces micronutriments, l'iode, le sélénium, avant de se dire ouh là là, et avant d'engendrer peut-être des processus un petit peu plus lourds d'aide à la conception quand on pense qu'on est infertile. Ça se prépare effectivement une grossesse. Quand on pense qu'il y a un petit souci, qu'on pense qu'on est infertile, des fois c'est plus simple que ça finalement. Enfin, c'est plus simple dans le sens où c'est accessible. C'est pas forcément simple de mettre en place des changements dans son hygiène de vie, mais c'est accessible surtout quand on Tout sait. à fait. Malheureusement, des fois c'est parce qu'on ne le sait pas. C'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est qu'on ne le sait pas. Alors, j'avais une question de Marine qui posait qui demandait du coup, est-ce que c'est suffisant dans l'alimentation ou est-ce qu'on a besoin de se complémenter? Alors moi, je peux partager mon point de vue, à part si tu veux y aller. Vas-y, je t'en prie. Ok. Bon, moi, je pars du principe que la première chose à mettre en place, c'est l'alimentation. C'est la base de la base, c'est l'alimentation. Donc, avant de partir sur des compléments, déjà faire un bilan de qu'est-ce que l'on mange et de qu'est-ce que l'on a mangé pour avoir son passif et du coup de faire aussi le bilan, ok, à l'instant T. Quel est l'état de mes carences aujourd'hui? Si jamais on se rend compte qu'on a des carences et qu'en parallèle, on observe ce que l'on a mangé et ce que l'on mange, peut-être qu'on se dit, ah bah effectivement, je mange d'iode, mais parce que je mange pas de sel marin, j'ai un régime sans sel par exemple, je mange pas de poisson, je mange pas d'algues, et quand je mange du sel, c'est très peu, c'est du sel de table raffiné qui n'est pas du tout riche en iode. Donc, clairement, avant de se complémenter en iode, déjà rajouter des sources naturelles qui sont de toute façon, les sources naturelles et l'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus biodisponible pour le corps. Donc, ce qui va être le mieux assimilé par le corps. Une fois qu'on a fait le bilan sur ça et qu'on se rend compte que c'est pas suffisant, ou alors qu'effectivement on mangeait suffisamment, notre hygiène alimentaire était correcte, correspondait, on va dire, à un régime alimentaire pour la fertilité, mais que malheureusement on a encore des carences. Déjà, il faut se poser la question pourquoi ces carences? Est-ce que j'ai un terrain digestif qui influence cette assimilation? Parce que, par exemple, si j'ai tout dans mon alimentation, mais que je suis en carence, peut-être qu'il y a des soucis digestifs. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise assimilation de vos nutriments et micronutriments. Donc même si derrière vous vous complémentez, le problème sera le même parce que les compléments, ils s'assimilent au niveau de vos intestins. Donc ça, c'est la deuxième question à se poser, ou en tout cas, voilà, à identifier. Et ensuite, effectivement, les complémentations vont pouvoir être utiles s'il y a vraiment besoin. Et notamment, je pense forcément à la vitamine D, notamment quand c'est en hiver, parce que la source principale de vitamine D est la mieux disponible, la plus biodisponible, c'est le soleil. Donc, quand on commence à rentrer en saison hivernale, de toute façon, qu'on ait un projet de grossesse ou non, moi, c'est un peu le complément que je prends et que je conseille de manière automatique. La vitamine D, d'une certaine forme, D3, sous forme huileuse, etc. La vitamine B9, qui est quand même une vitamine, pour le coup, qui est extrêmement importante pour les femmes enceintes. Et je pense que, voilà, en général, on n'a pas assez de vitamine B9 dans notre alimentation. D'ailleurs, la complémentation peut être intéressante. Donc voilà un petit peu, moi, ma vision et mon avis global, c'est 1, l'alimentation. 2, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes intestins? Est-ce que j'assimile bien tout ce que je donne à mon corps, aussi bien par l'alimentation que par mes compléments? Et 3, si nécessaire, la complémentation, notamment la vitamine D et la vitamine B9, l'acide folique, qui est ultra importante. Après, forcément, qu'on peut y avoir peut-être des vitamines C, un peu de magnésium si on est vraiment très stressé, etc. On peut y mettre d'autres compléments. Mais d'abord, faire le bilan de manière très naturelle et basico-basique. Qu'est-ce que moi je prends et est-ce que c'est suffisant ou pas? Voilà pour mon avis. Tiens. Je partage ton avis. Alors, du coup, je voulais rajouter quelque chose qui était que, en effet, n'hésitez pas
à faire des dosages. Donc, en effet, la B9, on va avoir tendance à la complémenter systématiquement. Et en effet, si j'ai un taux de B9 qui est déjà très élevé, parce que j'ai un régime alimentaire qui me permet d'avoir une B9 très élevée, et bien du coup, je ne vais pas complémenter peut-être autant que quelqu'un qui aurait une B9 qui serait vraiment dans les choux. Donc, oui, pour l'alimentation, en première instance. Est-ce que l'alimentation est suffisante? Eh bien, moi, je dirais que c'est au cas par cas et que ça va dépendre de vos dosages et de votre absorption, comme le disait Alexandra. J'espère avoir bien répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, enfin, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Et si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir. Ça vous évitera notamment, parce qu'on parle de compléments, parce que, et comme tu le dis, le dosage de toute façon est intéressant parce que, enfin, le dosage. Oui, le dosage, le bilan, on va dire nutritionnel, parce que d'ailleurs, ça va effectivement nous permettre de doser le complément. On peut avoir besoin d'un complément, mais pas forcément du même dosage que sa voisine, en fait. Donc, ça, c'est important. Et le fait de faire attention à ça, il va y avoir deux bénéfices. Le premier, bon, assez pratico-pratique, mais pas négligeable, c'est économique finalement. Ça va éviter de prendre des compléments qui nous coûtent de l'argent pour rien. Voilà, si on n'en a pas besoin, par exemple. Et la deuxième chose qui est pour le coup très importante, essentielle, c'est que un surplus de compléments, trop de compléments pour le corps qui n'en a pas besoin, c'est considéré comme étant un déchet pour le corps. Et finalement, eh bien, comment fait le corps pour évacuer ces déchets? Eh bien, ce sont les organes émonctoires qui se mettent en route, et notamment le foie. Donc, si on complémente, et déjà qu'on a généralement beaucoup de déchets dans le corps de manière générale et quotidienne à gérer, si en plus de ça, on rajoute des compléments qui ne sont pas utiles pour le corps, eh bien, le foie va avoir un travail supplémentaire à fournir. Et donc, potentiellement, il va peut-être se fatiguer plus facilement. On va peut-être du coup moins bien digérer. Et puis aussi, derrière, c'est aussi le foie qui vient éliminer l'excès d'œstrogène. Donc, on peut derrière, avec une fatigue hépatique, basculer sur un déséquilibre hormonal. Donc voilà, des fois, enfin, voilà, faut trouver vraiment la juste dose pour soi, pour ne pas derrière avoir des conséquences, au contraire, plus néfastes que bénéfiques. C'est très juste. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, soit c'est pas intéressant ce qu'on se dit, soit on est super clair. Moi, je parle du principe qu'on est super clair. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en tout cas. Donc, j'attends les questions avec impatience. Ouais. Moi, je voulais juste peut-être revenir très rapidement sur l'alimentation de manière générale en fonction du cycle. Alors, on s'éloigne un tout petit peu du sujet de la fertilité, mais c'est très lié finalement parce que avoir un cycle hormonal équilibré, eh bien d'ailleurs, c'est de fortes chances à avoir un cycle à la fois ovulatoire et à la fois fertile. Et puis aussi pour le moral. Donc, on va reprendre juste phase par phase et je vais rester quand même assez macro pour ne pas non plus vous ensevelir sur des informations qui ne seraient pas digestes. En gros, pendant la phase menstruelle, vous le savez très bien, on va perdre du sang. Donc, il n'y a pas que du sang d'ailleurs dans nos menstruations. Il ne faut pas prendre peur. Non, voilà, je saigne beaucoup. Il n'y a pas que du sang dans les menstruations. Mais néanmoins, on a quand même une perte de sang. Donc derrière, on va quand même privilégier une alimentation qui est davantage, en tout cas, riche en fer, forcément. Donc le fer, on va l'avoir soit sous forme animale, soit également sous forme végétale, notamment avec les légumineuses que l'on peut coupler aux céréales pour une meilleure, pour avoir des acides aminés qui soient complets. Attention, ne vous prenez pas la tête à chaque fois se dire à chaque repas, je dois associer légumineuses et céréales pour avoir des protéines complètes, les fameuses protéines complètes. Le corps, il est bien fait. Si vous mangez des légumineuses, des lentilles le midi et des pâtes complètes le soir, vous aurez des protéines complètes. C'est pas la peine de forcément se prendre la tête à chaque repas faire cette association-là. Donc voilà. Faut rester simple aussi, pas non plus. Vous avez aussi du fer dans la spiruline, par exemple. Voilà. Donc parfois, au lieu, encore une fois, de partir sur des compléments de fer, notamment un surdosage en fer peut être aussi néfaste qu'une carence en fer, donc attention. Eh bien,
privilégiez d'abord votre alimentation. La spiruline, pourquoi pas des petites cures de spiruline si vous le souhaitez. Et aussi éviter tout ce qui va plutôt minimiser l'absorption du fer. Par exemple, on va éviter de prendre du thé en même temps que votre repas qui est peut-être composé de lentilles, puisque le thé, la théine, va au contraire limiter l'absorption du fer. Donc, on assimile du fer, c'est une chose. Enfin, on absorbe du fer, c'est une chose. Ensuite, il faut correctement l'assimiler dans les intestins, mais il faut aussi éviter toutes les sources de choses qui vont pas améliorer, qui vont diminuer cette absorption de fer. Donc, la théine en fait partie, par exemple. Donc, le thé plutôt en dehors des repas. Et au contraire, vous pouvez améliorer votre absorption du fer en couplant votre source riche en fer avec une source de vitamine C fraîche. Par exemple, des lentilles avec un jus de citron frais par-dessus, par exemple. Voilà. Donc, en gros, là, on va plutôt sur une alimentation qui va être assez riche en fer. Voilà. Bien entendu, toute la partie du cycle, il faut plutôt avoir une alimentation qui soit équilibrée, variée, etc. Ça, c'est valable tout le temps. Ensuite, quand on va rentrer dans la phase de croissance ici folliculaire, une vitamine qui est assez importante dans justement cette croissance folliculaire, ça va être la vitamine E. Donc, on va la trouver notamment dans les graines de tournesol, le blé, les amandes, par exemple, les œufs de poisson aussi. Voilà, on va pouvoir trouver de la vitamine E dans pour cette phase-là. Ensuite, quand on va rentrer dans la phase ici, qu'on appelle la phase, on va dire, proche ovulation, donc ovulation, et notamment ce qui va permettre la libération de l'œuf, ça va être les vitamines B. Donc là, les sources de vitamine B, généralement, c'est dans les céréales complètes ou semi-complètes en fonction aussi de votre santé digestive. Des fois, les céréales complètes peuvent être un peu trop irritantes. Et aussi les légumes très verts, très feuillus, par exemple. Et aussi, ce qui va être important ici, comme on va avoir un pic d'œstrogène, mais on va aussi avoir la progestérone qui va commencer à augmenter, ça va être important d'essayer de rééquilibrer justement ces dosages œstrogène-progestérone. Généralement, on est souvent en hyperœstrogénie, ce qu'on appelle hyperœstrogénie relative, donc trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et donc, un nutriment qui va aider le corps à réguler cet équilibre, ça va être le magnésium. Voilà. Donc, le magnésium va permettre de réguler cette phase ici d'équilibre entre l'œstrogène et la progestérone et permettre justement à la progestérone de correctement croître pour avoir une phase lutéale d'une durée suffisante pour rendre votre cycle fertile. Voilà. Et ensuite, pour la phase lutéale, eh bien, là, on va être surtout sur une alimentation encore plus anti-inflammatoire, puisque là, on va être sur une phase généralement où on a des petits syndromes prémenstruels, les seins qui durcissent, qui font un petit peu mal, un peu de migraine, des choses comme ça. Donc, plus on a une alimentation riche en oméga 3, notamment anti-inflammatoire, mieux ce sera. Et aussi, par exemple, la fameuse épice, le curcuma, qui est aussi une épice anti-inflammatoire. Donc là, allez-y sur les huiles végétales, les noix, les huiles végétales riches en oméga 3, donc lin, colza, chanvre, les noix, par exemple, les graines de chia qui sont aussi riches en oméga 3, les poissons gras aussi, les gros poissons gras ou les petits comme les sardines et le maquereau, et aussi le curcuma. Voilà. Curcuma associé au poivre pour avoir une bonne dose d'anti-inflammatoire. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été relativement claire et assez à la fois pratico-pratique sans non plus être trop Parfait. Compliqué, trop complexe. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Bon, top. Alors, ambiance jeu qui nous dit qu'on est hyper clair. Ah bah, si on est hyper clair, dans ce cas, merci beaucoup. Piggy, j'ai faim, rends-moi ma... Ça, c'est mon mec. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, du coup, je vais te la rendre. Bon, écoutez, si vous voulez, on va vous laisser aussi aller prendre votre déjeuner. Je vais laisser Céline aller rejoindre son mec. De toute façon, on mettra bien le live en replay. Céline, si tu peux. Ouais, bien sûr. Et Piggy, si tu nous regardes encore, j'espère que le repas est prêt. Moi, je pense pas que le mien soit prêt.
Je vais mettre en replay, ouais, bien sûr. Je mettrai aussi du coup le replay sur mon compte également. Et puis si vous avez des questions plus tard, eh bien n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire du replay, comme ça on reviendra vous répondre. Voilà. Avec grand plaisir. Ah, je suis pas sûre qu'il ait fait le repas. Bon, en tout cas, merci. C'était vraiment un super chouette. J'étais contente de reprendre les lives avec toi. Pareil, Et, c'était chouette. et bah, peut-être une prochaine fois pour un autre sujet. Exactement. Et si vous avez des idées de sujets qui vous tiennent à cœur, alors c'est vrai que la fertilité, on pourrait encore en parler pendant des heures. Donc, si vous avez quelque chose de particulier pour la fertilité ou un autre sujet qui vous tient à cœur, eh ben, allez-y, notez-le nous sous le live avec grand plaisir aussi. Absolument. Ce sera un plaisir de faire un nouveau live. Bon, bah Génial. écoutez, merci aussi pour votre présence et votre écoute. Bon appétit à tout le monde. Les heures de repas. Non, mais je sais pas. Ok, Écoute, il part en appétit. regarde les plus. Voilà, c'est ça. Bon appétit à tout le monde, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Ciao.